Camarade Papa, c'est donc le titre de son deuxième roman. Bonsoir Gauze. Bonsoir. Un roman paru aux éditions Le Nouvel Attila et que voici, je l'ai ici. Alors c'est un roman qui est écrit à deux voix, c'est-à-dire qu'il y a deux personnages, deux époques, avec d'un côté un colon blanc qui redécouvre, qui découvre surtout l'Afrique au 19e siècle, et de l'autre un petit garçon métis qui lui aussi découvre le continent, mais dans les années 70. Alors pourquoi ce choix ? Alors déjà, il y a deux choses qu'il faut que je précise. Le premier personnage, c'est pas un colon blanc, c'est un monsieur tout-le-monde qui quitte le centre de la France et va chercher son destin ailleurs, loin de chez lui. Première précision. Donc après, que ce soit la colonisation ou pas, c'est pas vraiment un souci puisque c'est un migrant comme un autre, au fond, qui a l'espoir, qui place son espoir dans un ailleurs meilleur. Ouais, il quitte la Creuse. Il quitte là à peu près l'équivalent du centre de la France, la Creuse, et en passant par La Rochelle pour partir en Côte d'Ivoire. Après, l'autre, le gamin, n'est pas un métis. Le métissage, c'est une espèce de tautologie qu'on utilise aujourd'hui pour faire bien, ça fait joli de dire métis. On est par définition tous des métis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas épouser sa sœur. D'ailleurs, on a tendance plus à s'éloigner des gens à côté de chez nous, quoi. Aller loin pour épouser quelqu'un, ça enrichit, on va dire, l'espèce de façon complètement physiologique. C'est pour ça que la nature n'aime pas les incestes et fait des tarés quand on se marie entre soi. Donc, ça pose une question. Oui. Pourquoi on utilise tant métis ? En fait, on utilise métis, c'est pas raciste, c'est racial. Ça implique systématiquement la rencontre d'un blanc et d'un noir. Alors que, par exemple, le voisin d'à côté de chez moi, à Djamé, peut avoir des gènes beaucoup plus éloignés que moi, qu'un ami grec qui est... Donc là, vous avez rectifié. Donc il y a quand même un petit garçon et ce jeune homme qui rêve d'aventure et donc qui arrive en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi cette dualité ? Alors l'idée, c'était de regarder la colonisation se passer un peu coupable ou culpabilisant, peu importe, de façon assez froide avec le recul historique. Donc je ne pouvais pas en parler sans créer une espèce de faille temporelle du présent pour mettre en perspective ce passé-là et dire que finalement, en fait, ce sont des rencontres d'hommes dans un grand moment historique, en fait, qui ont fabriqué l'histoire. Voilà. Alors on va revenir au titre, Camarade Papa, c'est comme ça que c'est le nom qui est donné par le petit garçon à son papa. Et alors là, vous inventez tout un lexique, enfin, je ne sais pas si vous l'inventez, mais en tout cas, vous utilisez le lexique communiste. Il y a le CRAC, le camp révolutionnaire anticapitaliste. Le jeune héros ne va pas à Paris, il va à la Commune de Paris, référence à la Commune, évidemment. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de jouer sur ce lexique et d'afficher cette couleur rouge que vous affichez aussi avec ce magnifique t-shirt ? Ce magnifique t-shirt des Viet Cong. Voilà, pourquoi ? Pour moi, déjà, le rouge, c'est pas juste une pensée politique, c'est un vrai idéal politique. L'idée c'est beaucoup plus compliqué de partager des ressources, c'est beaucoup plus compliqué de négocier avec des gens qui sont pas de chez nous, ou de négocier la nation. C'est beaucoup plus compliqué que d'appliquer une espèce de politique sauvage, de la loi, à peu près la loi du plus fort. Donc, pour moi, c'était hyper important, mais de dire ces discours-là sans paraître ringard, parce qu'aujourd'hui, quand ils croient à ces vieilles utopies, on a l'impression que tu tombes de la lune. Et cet enfant-là porte ce langage qui est, enfin, j'ai choisi l'enfant pour représenter un peu l'idéal du langage, en fait, l'idéal de l'innocence de l'enfance. D'ailleurs, c'est pas anodin, Gauze, vous choisissez de commencer, enfin, il commence sa vie en Hollande, et là aussi, alors vous nous l'expliquez, parce que c'est le foyer du capitalisme. C'est le foyer du capitalisme. Et cet enfant-là, en fait, l'idée même un peu d'utiliser toute cette grande phraséologie communiste m'est venue de la lecture d'un livre étonnant, qui est la biographie officielle de Kim Il-sung. C'est un énorme livre écrit en français, dans un français incroyable. Et évidemment, Kim Il-sung, le créateur de la Corée du Nord, c'est le plus grand Superman de tous les temps, en tout cas dans ce livre. Et la phraséologie était vraiment incroyable. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre cette langue-là, avec des compromis évidemment lexicaux, dans la bouche d'un enfant qui rêve, en fait, qui a été éduqué, voire presque même, comment dire, programmé pour croire au communisme. Voilà. Mais alors oui, d'ailleurs sa mère
quand elle disparaît, elle va au paradis d'Enver Hoxha, autre grand communiste albanais, effectivement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'après, lui, il arrive en Afrique. On va juste revenir sur la langue. Alors, il y a ce lexique, hein, effectivement, communiste que vous utilisez, mais vous jouez avec la langue française, c'est-à-dire qu'on se triste, vous inventez des verbes. Au début, on est dans il y a les vendeuses de bisous. Alors, on est à Amsterdam, donc je vous laisse imaginer ce que vendent les vendeuses de bisous. Donc, il y a ce côté un peu enfantin, mais aussi ce jeu continu avec la langue. C'est ce qui vous amuse, vous, en tant qu'écrivain? Mais tout à fait, mais même bien plus qu'en tant qu'écrivain, en tant qu'Africain. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas né français. Et donc, nous, on est un peu des superman de la langue parce que, dès la naissance, on a plusieurs langues, on emprunte plusieurs langues. Et le français, la langue à Abidjan ou ailleurs, on se l'approprie, on la tord à notre goût, à notre mythologie, à notre phraséologie, à nos rythmes et tout ça. Et donc, voilà, il y a cette habitude, cette habitude de naissance génétique qu'on a de transformer la langue dans la rue abidjanaise. Donc, l'idée, c'était de l'apporter un peu plus dans le domaine littéraire et de proposer quelque chose de nouveau, de neuf, voilà. Alors, ce qui est étonnant aussi, enfin surtout sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie, c'est que vous êtes vent debout contre... Vous voulez surtout pas qu'on dise que votre livre est un roman francophone. Pourquoi? Alors, c'est une manière de diminuer la manière dont les gens s'approprient la langue. Premièrement, et puis il ne faut jamais oublier que la francophonie, c'est le bras fort de la France, un peu sur encore ce qu'on peut considérer comme les ex-colonies. Il y a une espèce, ce rapport de condescendance, un peu qui est chaque fois manifesté dans toutes les grandes manifestations de la francophonie. Il faut pas l'oublier. Mais c'est surtout important de rappeler que une population bien plus nombreuse que celle de la France s'est appropriée la langue à sa façon. Donc, ils parlent français. Ils ne sont pas francophones. Ça ne sonne pas français. Ils ne parlent pas petit nègre, ils ne parlent pas nouchi, ils parlent français. Et d'ailleurs, quand tu es colon et que tu arrives de ta France avec tous ces préjugés, que tu trouves un interprète qui est capable de parler, de te comprendre, toi en train de parler, de comprendre le voisin en train de te parler et de servir d'intermédiaire entre les deux, même si on dit que c'est du petit nègre, pas du tout. Il parle français, c'est lui le champion. C'est le colon qui arrive, qui comprend que dalle, en fait, parce que lui, il n'a qu'un seul paradigme, celui de sa naissance, celui de sa langue française. Et c'est un point de vue que vous partagez avec Alain Mabankou, d'ailleurs. Alors, on va revenir sur le destin juste d'Abi, c'est ça, ce jeune héros, donc ce Français qui arrive en Côte d'Ivoire, de nulle part, et il arrive là-bas en Côte d'Ivoire, ce qui peut être un peu dangereux. Du village d'Abi, il faut que je précise que le village existe vraiment, c'est pour ça qu'il s'appelle d'Abi. Alors, juste un mot des légendes. En fait, c'est vrai, tout ce que vous nous racontez, la première femme blanche qui arrive en Côte d'Ivoire. Vous dites aussi qu'il est parisien. Juste, alors peut-être on va se terminer là-dessus. Il est parisien. Ça, c'est vrai aussi, cette nuance entre le parisien et le français au 19e siècle, hein, attention. Alors, donc, la fiction s'écrit dans ce que l'histoire ne dit pas. Donc, à chacun de tirer ce qu'il y a de vrai dedans ou de ce qui est de légendaire, souvent. Mais là, il y a Trèche, il y a Brazza, il y a vraiment des figures historiques. Ce sont de véritables figures historiques autour desquelles on a dit plein de choses et autour desquelles aussi on a tué plein de choses. L'histoire ne ment pas, en fait, en réalité. Elle tait des choses. Et donc, le but du romancier que je suis, c'est d'interroger ces silences-là et d'y placer ce qu'on peut considérer comme des légendes ou pas. Et je garde ça un peu pour que chacun se donne un avis, ce qu'il lira sur cette petite légende. La première débarquée, la diarrhée de Brazza, par exemple, ou bien d'autres, hein, ou bien cette espèce de déplacement qui vient d'Égypte, des soi-disant à Caen qui viennent d'Égypte, on ne sait pas trop. Donc voilà, j'interroge un peu ces légendes, ou bien la barre, la légende de la barre, tout ce qui est autour de la barre, qui est cette frontière naturelle de la mer, entre la mer et la terre, voilà, dans la côte de golfe de Guinée. Et voilà. Pour découvrir tout ça, je vous invite à lire donc Camarade Papa. Merci Gauze d'être venu sur le plateau de 64 minutes.